Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info.tvc. Cette semaine, nous nous sommes déplacés à la nuit des sans-abri où nous nous sommes entretenus avec 3 travailleurs de rue. La MRC lance aussi une campagne de recrutement et de valorisation du métier de pompier à temps partiel. Nous nous sommes aussi déplacés au Centre chrétien d'Amqui car Opération Enfant Noël est de retour cette année. À l'occasion de l'Halloween, le service d'incendie de la MRC fait des portes ouvertes dans toutes ses casernes. Pour la chronique Bac pour le futur, Vincent Dufour vient nous parler de la nouvelle tarification des bacs de déchets supplémentaires. Christophe Moquin vient aussi nous faire un retour sur la première de son court-métrage Situation délicate. Mais pour débuter, j'aimerais vous faire un tour de toutes les activités d'Halloween que j'ai trouvées dans la région. Donc, on regarde ça. C'est l'Halloween, c'est l'heure de se déguiser car dès ce week-end, il y a des activités d'Halloween un peu partout dans la région et ça jusqu'au 1er novembre. Donc, on fait le tour des activités avec vous. J'aimerais commencer par le Cinéma Figaro qui va présenter cette année 3 films supplémentaires versus sa programmation régulière. Donc, du 31 octobre au 2 novembre, il y aura La Fabrique de monstres pour les plus jeunes. Il y aura aussi Frankenstein, c'est un film de Netflix qui sortira le 7 novembre en streaming. Mais si vous voulez voir l'expérience en salle et l'écouter avant tout le monde, venez le voir au cinéma. Il y aura aussi l'Opéra de la Terreur, donc le nom que tout le monde connaît peut-être plus, c'est Evil Dead. Donc la version 2013 se jouera aussi au cinéma. Si vous venez déguisé, vous aurez un petit popcorn gratuit. Il faut venir du 31 octobre au 2 novembre déguisé, bien entendu. Oui, on vous donnera un petit popcorn gratuit si vous venez visionner un film. Ensuite, il y a aussi un concours photo. Si vous venez prendre une photo de vous dans le hall d'entrée du cinéma qui est présentement décoré pour l'Halloween et que vous taguez le Cinéma Figaro dans votre publication Facebook, vous courez la chance de gagner une paire de billets pour la première d'Avatar 3. On commence avec les activités régulières de l'Halloween. Donc, pour le 24 octobre, donc ce soir, il y aura Ars Moriendi Folie à 2, lecture devant public par des acteurs à la microbrasserie La Captive. Les billets sont 37 $. Est-ce qu'il y en aura à la porte? Je ne peux pas vous le garantir. Je vous conseille d'appeler juste avant. La première partie sera Crème glacée. Ensuite, le 25 octobre, de 18h à 20h, il y aura le parcours d'Halloween au camping d'Amqui. Il y aura 2 propositions de trajet, un pour les plus jeunes et les parents peureux un petit peu, et un pour les plus braves. On vous conseille de vous stationner. En fait, il faut vous stationner près de la banquise et entrer par la piste cyclable. Il ne faut pas prendre l'entrée régulière du camping. Le 26 octobre, il y aura activité de décoration de citrouilles à Saint-Alexandre-des-Lacs à la salle municipale. Il fallait s'inscrire avant le 17 octobre, mais je vous invite à vous informer via Messenger et de la page Facebook du Comité des loisirs de Saint-Alexandre. Des fois, il y aurait une place qui dirait on va vous faire une place ou apportez votre citrouille puis on va pouvoir vous prendre quelque chose comme ça. Peu importe, je vous laisse regarder ça avec eux. Ensuite, le 30 octobre, il y aura 2 activités. La première étant de 18h à 20h30, il y aura une activité d'Halloween à la bibliothèque de Saint-Cléophas. Il y aura lecture d'histoire d'horreur, mais pas trop, donc c'est vraiment accessible à toute la famille, et ce, dès 19h. Il y aura aussi un rayon de partage, un souper de nachos et film d'horreur pour les 18 à 35 ans, dès 17h. Maintenant, le 31 octobre, la journée d'Halloween, il y aura des portes ouvertes et distribution de bonbons dans les casernes dès 17h, comme on avait mentionné au début, sauf pour Valbriand, où ça aura lieu dans la cour de la Maison des Jeunes, vu où est située la caserne à Valbriand, près de la 132. On a décidé de faire ça dans le village. Il y aura aussi le cimetière de l'horreur dès 18h, présenté par la Maison des Jeunes de Valbriand. Il y aura aussi DJ Bonbons, parcours d'horreur et feu et chocolat chaud. Si on se dirige du côté de Cozapscal, il y aura le musée hanté, donc avec une visite théâtrale de 17h30 à 21h au musée Matamaja. Il y aura aussi distribution de bonbons au centre Éclosion et à la bibliothèque de 18h à 20h. Ensuite, il y aura aussi le passage de sorcières sur la passerelle ainsi que la maison hantée à la Maison des Jeunes de Cozapscal de 18h30 à 21h. À la Maison des Jeunes d'Amqui, il y aura la fameuse maison hantée avec le thème dîner en famille de 18h à 20h30. C'est 2 $ pour adultes et 1 $ pour les 12 ans et moins. À Sébec, il y aura distribution de bonbons de 17h30 à 19h30 au parc tournant de la rivière. En cas de pluie, c'est redirigé vers la Maison des Jeunes de Sébec. À Saint-Moïse, il y aura le couloir hanté au sous-sol de la salle communautaire dès 18h.
Pour papa et maman, une fois que la distribution des bonbons est faite, que les enfants ont déjà fait le tour de toutes les maisons, hantées, ils sont fatigués, ils ont mangé plein de sucre, ils s'endorment un peu, on appelle grand-maman, on dit viens surveiller les enfants pour la soirée parce que moi, je m'en vais faire du karaoké à la microbrasserie La Captive. Donc, il y aura un karaoké Halloween à la microbrasserie La Captive. Ensuite, il y aura aussi des activités le 1er novembre. Il y aura à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons, donc dans l'église, là. Il y aura le spectacle de Bocassien, Les Tapageurs et La Gap Music Band. Donc, si vous voulez écouter vraiment un show live, c'est à Lac-aux-Saumons que ça se passe. Ensuite, il y aura le party d'Halloween du club de motoneige d'Albertville avec un souper côte levée à 35 $ par personne. Ça a l'air délicieux. Ensuite, il y aura soirée karaoké animée par Régis Caron. Il faut réserver dès maintenant, avant l'activité. Il ne faut pas arriver là sur le fly. On appelle, on réserve. Et finalement, il y aura un party d'Halloween à Sainte-Sirène à la coopérative Le Villageois. Il y aura un DJ dès 19h, ensuite du karaoké à 21h, des prix à gagner pour les costumes et des amuse-gueules disponibles toute la soirée. Et vous savez que ça fait plaisir à quelqu'un. Si vous voulez vous louer un costume, je vous rappelle que le 1001 Fêtes sont déménagés. Ils sont maintenant au 19 rue d'Auteuil à Amqui. Donc, je vous souhaite un joyeux Halloween. La communauté d'Amqui s'est réunie pour la Nuit des Sans-Abri, un moment de solidarité et de réflexion sur la réalité de l'itinérance, même ici dans la vallée de la Matapédia. Nous avons rencontré des travailleurs de rue pour parler de la situation dans la région et de l'importance de sensibiliser la population. Je suis présentement à la Nuit des Sans-Abri, un événement qui se tient à Amqui présentement, mais un peu partout au Québec aussi. Je suis avec 3 travailleurs de rue de la vallée, donc je vais vous laisser vous présenter. Étienne Tardy. Nicolas Villeneuve. Marie-Belle Thibault. J'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi la Nuit des Sans-Abri, puis pourquoi c'est important de souligner cet événement-là ici dans la vallée de la Matapédia. En fait, la tenue de la Nuit des Sans-Abri dans la Matapédia, c'est pour un peu briser le mythe que l'itinérance n'est pas une réalité dans la région. Là. C'est bel et bien une réalité. Puis l'événement prend la place pour montrer un mouvement de solidarité envers cette problématique sociale-là là, qui est en expansion. Donc, c'est un beau mouvement de solidarité. On a beaucoup de gens qui se sont présentés ce soir, puis c'est beau à voir. Moi, je pense à peu près la double de gens qu'il y a eu l'année passée environ. J'ai pas eu le décompte total, mais apparemment qu'il y aurait plus de gens qu'il n'avait l'année passée, puis l'événement va être en grandissant, c'est sûr, là, au fil des années. J'aimerais aussi savoir c'est quoi la différence entre l'itinérance dans une région comme ici puis en ville. Parce qu'ici, on dirait qu'on la voit moins un petit peu. On la voit clairement moins. C'est sûr que justement, Québec, Montréal, les grands centres, l'itinérance, on va la voir littéralement. Les gens vont dormir dans la rue, santé mentale, peu importe. Ici, ce qu'on va avoir, c'est l'itinérance cachée. C'est des gens qui vont dormir chez des amis, dormir sur les divans, qui vont réussir à avoir une chambre. Mais non, en effet, c'est une grosse différence. On en a ici dans Matapédia. C'est pas juste à Québec-Montréal. Puis l'évolution de la situation de l'itinérance dans la région au travers des années, là, ça a évolué comment? Bien, évidemment, il y en a toujours eu. Ceux qu'on voyait pas, évidemment, ceux qui se promènent d'un divan à l'autre, d'un appart à un autre, ou qui squattent plusieurs personnes dans le même appartement, 1, 2,5, des fois, ils peuvent être 3, 4. Fait que ça a toujours existé, en fait. Mais là, on en voit de plus en plus l'itinérance qui est visible. On a donné des tentes cet été, chose qu'on n'avait pas faite auparavant. Il y en a beaucoup plus, puis heureusement, la population et je crois les organismes, et en fait tout le monde est beaucoup plus sensible à la cause et on a réussi à développer un petit hébergement d'urgence, mais tu sais, ça réglera pas toutes les situations. Les places, c'est sûr, ils se combattent assez rapidement. C'est difficile avec les ressources qu'on a ici. C'est quoi les facteurs qui peuvent mener à l'itinérance ici en région? Différents facteurs. Différents facteurs. Santé mentale,
La hausse des prix, la hausse des loyers, écoute, la consommation. Écoute, tout peut être une cause, mais souvent, ce qu'on va retrouver, c'est un gros amalgame de ces différentes causes-là qui vont créer justement une chute. Puis, c'est ça, c'est ça, excusez. Dans le fond, c'est un peu comme le même principe un peu partout. C'est juste qu'ici, peut-être qu'on la voit moins un petit peu parce qu'on a plus de connaissances de personnes qui, dans le fond, de familles proches ou des amis un peu pauvres. Peut-être du surf-couch un peu. Oui, bien, c'est ce oui, en effet. C'est quoi les ressources qu'il y a dans la région pour aider les personnes en milieu d'itinérance? Ben, en fait, les ressources, il y a aucun programme dédié juste à l'itinérance. Comme à Québec, il y en a des travailleurs de rue dédiés à l'itinérance, d'autres plus à la prostitution. Ils ont des volets particuliers. Tandis qu'ici, en région, bien, on touche un petit peu à tous ces volets-là. L'itinérance prend beaucoup de notre temps parce qu'on n'a plus de solutions. Fait que les ressources, ben c'est sûr qu'avec les collaborations entre les organisations, juste le fait d'avoir une belle sensibilité à la cause, puis une ouverture à des possibilités d'hébergement peut-être dans le futur, mais on est limité en ressources pour l'hébergement. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour faire la différence? C'est sûr qu'en partant, prendre conscience de la problématique, c'est la première étape là, pour s'enligner vers des solutions en tant que citoyen. En être conscient, c'est de un. Ensuite de cela, c'est d'en parler à ses proches, aux gens qui nous entourent. Plus qu'on en parle, plus que ça va être dans la conscience des gens. Donc, il y a ça. Ensuite de cela, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'intervenir eux-mêmes dans ces situations-là, mais lorsqu'on sait pas quoi faire, ben il y a toujours des gens qu'on peut solliciter là, qui peuvent venir aider dans ces situations-là, c'est-à-dire par exemple les travailleurs de rue. On peut aussi passer par les services d'urgence, là, informer la police. C'est toutes des petites actions qui ont l'air anodines, mais que si tout le monde y met un peu du sien, on peut faire une différence. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir démystifié un peu l'itinérance qui pourrait avoir ici, qu'il y a ici, qui existe. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. La MRC de la Matapédia lance une campagne de recrutement et de valorisation du métier de pompier à temps partiel pour recruter de nouveaux membres pour l'équipe d'intervention de son service de protection incendie et d'organisation des secours. La TVC était présente lors d'une conférence de presse tenue le 9 octobre dernier à la caserne d'Amqui. Tout d'abord, je tiendrais à mentionner qu'un élément important de la mission de la MRC, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc, évidemment, on a des obligations légales. On est un service régionalisé depuis 2000 et on a la responsabilité de veiller à ce que chacun de nos citoyens puisse avoir accès à un service efficace, ce qui signifie, entre autres, pouvoir compter sur des pompiers bien formés et avoir des équipes qui sont capables d'intervenir rapidement en situation d'urgence. Notre devoir, c'est aussi d'assurer la coordination régionale et l'amélioration continue de nos pratiques. Et c'est dans cet esprit-là, entre autres, qu'a été mis en place la régionalisation du service, comme je le disais, en 2000. C'est une approche qui était innovante à l'époque, qui l'est toujours. Peu de services incendies sont régionalisés à l'heure où on se parle à l'échelle des MRC. Et c'est une approche qui nous permet depuis un peu plus de 25 ans de mettre en commun nos ressources, autant au niveau des effectifs, par des pompiers volontaires et aussi des pompiers à temps plein. Ça nous permet aussi de partager nos équipements et ça nous permet aussi d'avoir un déploiement qui est plus efficace sur le territoire de la MRC de la Matapédia. Donc, c'est un modèle efficace qui est adapté à notre réalité et qui nous permet aussi d'offrir à la population un service qui est solide et mieux structuré. Évidemment, c'est un service qui est en constante évolution. Aujourd'hui, en 2025, notre service peut compter sur des femmes et des hommes compétents, dévoués et bien formés qui sont répartis dans 6 casernes sur le territoire de la MRC. Mais évidemment, comme dans, en fait, toutes les régions du Québec, on fait face à un défi important qui est celui du recrutement des pompiers à temps partiel.
Être pompier à temps partiel, c'est un engagement, je dirais que c'est un engagement exigeant, c'est un engagement de vie. Il faut conjuguer avec le travail, il faut conjuguer avec la famille, les responsabilités personnelles aussi. Et tout en suivant une formation qui est rigoureuse et continue. Vous allez, on va en entendre parler plus tard. Être pompier à temps partiel, c'est aussi un rôle aussi qui est profondément valorisant parce qu'il repose sur le courage, la solidarité et le dévouement envers sa communauté. Avec cette campagne, ce que la MRC souhaite, c'est mieux structurer ses efforts de recrutement, c'est reconnaître cette vocation qui est importante pour la sécurité de nos citoyens et aussi attirer de nouvelles personnes qui sont prêtes à s'engager pour la sécurité de tous. Je tiens enfin à remercier chaleureusement l'équipe de gestion du service incendie, aux pompiers à temps partiel et aussi les membres du conseil de la MRC qui sont derrière l'équipe du service incendie dans le quotidien. Je remercie leur travail exceptionnel. Je tiens aussi à remercier notre pompier préventionniste instructeur, M. Dave Gagné, qui donne la formation aux recrues qu'on souhaite engager dans les prochains mois. Donc, grâce à tout ce monde-là, la Matapédia est un territoire qui est plus sécuritaire, plus solidaire et aussi plus fort. Le service est composé de 70 pompiers à temps partiel, dont 2 femmes. On a 4 chefs à temps plein aux opérations, 2 chefs à temps partiel aux opérations. On a 1 pompier à la prévention et la formation à temps plein et une personne à temps partiel, une adjointe administrative à temps partiel qui complète cette équipe-là. Les pompiers répondent aux appels incendie, les sauvetages en hauteur, sauvetages en espace clos, nautique, en eau vive, sur les routes non carrossables, hors réseau routier et en matière dangereuse. Ce qui signifie en moyenne 350 appels annuellement. Excusez. Les pompiers, le service a besoin, de 12 pompiers à temps partiel, répartis dans 4 casernes des 6 du service. Les 6 casernes du service sont Causa-Piscale, Lac-aux-Saumons, Amqui, Valbriand, Sébec et Saint-Noël. Où il y a seulement 2 casernes où on n'a pas besoin de pompiers pour présentement qui sont complètes, soit la caserne d'Amqui et de Causa-Piscale. L'objectif de ces 12 pompiers-là, on a besoin de 12 pompiers au total. L'objectif, c'est de répondre au schéma de couverture de risque. Le schéma qui nous demande d'avoir 8 pompiers dans une moyenne de 15 minutes dans le périmètre urbain et hors urbain, mais c'est selon les distances. Le service fait des inspections en prévention de 1500 inspections de catégorie 1, ce qui veut dire des maisons unifamiliales, des blocs appartements, et de 65 inspections dans les catégories 3 et 4, qui veut dire élevé et très élevé et élevé. Je tiens à remercier et féliciter les pompiers qui font partie du service, parce que sans eux, on n'aurait pas le service qu'on a présentement. Ces personnes-là prennent la peine d'intervenir le jour, la nuit, de donner du temps pour protéger nos citoyens de la Matapédia. En terminant, je leur remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Moi, mon rôle au sein du service incendie, c'est d'être pompier à temps partiel depuis plus de 15 ans. Être pompier à temps partiel, c'est avant tout une façon concrète de redonner à la communauté. Quand j'ai joint le service il y a plus de 15 ans, c'était pour faire une différence, pour être là quand les gens en ont vraiment besoin. Ce qui me motive encore aujourd'hui à faire partie de l'équipe, c'est l'esprit d'équipe qui s'installe au sein de l'ensemble de l'équipe de la MRC. On partage des moments forts, parfois exigeants, mais toujours portés par la solidarité puis la confiance. Chaque intervention nous rapproche et nous pousse à nous dépasser, à aller au-delà de nos limites pour le bien des autres. Ce rôle m'apporte énormément sur le plan humain. Être pompier, c'est appartenir à une grande famille, développer son leadership, son sang-froid puis son sens de l'entraide. C'est une expérience unique qui nous transforme et qui nous rend fiers de servir notre milieu. Être pompier, ça fait du bien à la communauté, mais ça fait aussi du bien à soi-même. Malgré les sacrifices, c'est un engagement qui donne un sens quand même profond à notre vie. Les gens, souvent, ils
comprennent pas nécessairement ce que ça peut nous apporter comme personne d'être pompier puis d'aider la population dans des situations d'urgence. Mais quand tu le vis, tu te rends compte de l'importance que ton rôle a au sein de la population. Puis j'invite les gens qui ont de l'intérêt à être pompiers à faire le saut puis d'apporter leur nom au service incendie pour faire partie de notre belle et grande famille. Donc, j'ai eu le bonheur de travailler sur cette campagne-là depuis le début, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis contente de l'avoir lancée. Il y avait un double objectif à la campagne. La première, de mettre en valeur le métier de pompier, mais aussi de mettre en valeur nos pompiers qui font vraiment un travail incroyable là, sur le territoire. Puis aussi de démystifier le métier de pompier qui peut parfois être mal compris. On en parlait à micro fermé, mais j'ai eu la chance de participer d'assister. Là, je ne dirais pas de participer, d'assister, c'est pas de participer, mais d'assister à 2 pratiques cette semaine qui fait que ça m'a permis de mieux comprendre là, leur réalité. J'ai parlé avec les gens, tout ça, puis je pense que la campagne va permettre justement là, de démystifier le métier. Ça va également permettre de rejoindre les gens qui pourraient avoir de l'intérêt. Donc, on le mentionnait, on est à la recherche là, d'une douzaine de personnes, donc permettre de rejoindre les gens là, qui auraient de l'intérêt à joindre l'équipe. Vous allez voir circuler la façon dont il y a beaucoup de visuels. Donc, vous allez voir circuler des affiches comme on voit en arrière. On a ciblé des endroits sur le territoire, ce qui fait qu'il va y avoir des affiches. Il y a des publications sur les réseaux sociaux, évidemment. Puis, sur le site de la MRC, il y a également une section là, qui va être dédiée là, à la campagne. Donc, la prochaine étape, en fait, ça va être la rencontre d'information qui va se tenir le 6 novembre prochain à 19h à la caserne d'Amqui. C'est important de s'inscrire pour pouvoir y participer, puis c'est essentiel d'y participer pour pouvoir passer à la prochaine étape qui va être les entrevues et les tests physiques. Cette étape-là va être le 22 novembre. Ensuite, en décembre, les embauches vont se faire, puis la formation va se tenir en janvier 2026. Alors, j'invite tous les gens qui auraient de l'intérêt à, évidemment, participer à cette rencontre-là pour pouvoir là, embarquer dans le processus qui va se tenir. Donc, merci. Continue tranquillement à faire défiler la section spéciale foot sur le site Internet de la MRC, où justement les candidats peuvent aller chercher différentes informations sur le métier, sur le service. Et puis, je reviens à nos affiches, parce que là, on a mis le spot sur M. Vignola, étant donné qu'il était avec nous. Mais je tiens vraiment à remercier les 6 personnes qui ont accepté de mettre leur visage sur la campagne de recrutement et de valorisation. Ça peut quand même, ça fait du gosse pour être fier de son rôle de pompier à temps partiel pour oser faire ça. Cool. Donc, c'est des pompières qui sont des 4 coins du territoire et puis qu'on a photographié avec un photographe professionnel dans leur milieu de travail et dans leur milieu de travail à temps partiel ici, à la caserne. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Je me trouve au Centre chrétien d'Amqui où on prépare déjà la période des fêtes d'une façon bien spéciale. Chaque année, des bénévoles se mobilisent pour Opération Enfants Noël, une initiative internationale qui vise à offrir un peu de réconfort aux enfants vivant dans des pays défavorisés. Pour en parler davantage, je rencontre le pasteur Denis Lavallée qui coordonne cette belle opération ici même à Amqui. Bonjour Denis. Bonjour Carl. J'aimerais ça que tu nous rappelles premièrement, qu'est-ce que c'est Opération Enfants Noël? Opération Enfants Noël, c'est travail d'équipe pour ramasser des boîtes cadeaux pour que les enfants puissent avoir un cadeau cette année, outre-mer, en Amérique du Sud, peu importe le pays. Mais c'est une mobilisation régionale qui nous aide à pouvoir semer dans la vie d'un enfant qui est dans le besoin, qui peut-être ce sera le seul cadeau qu'il recevra de l'année.
Puis ça fait combien d'années que Opération Enfant Noël est faite ici à Amqui? Depuis déjà 11 ans, c'est notre 11e année qu'on fait cette récolte-là pour faire bénéficier des enfants. J'aimerais savoir comment que ça fonctionne concrètement là, cette année, les boîtes pour Opération Enfant Noël. Oui, avec plaisir. Bien, comme d'habitude, on vise un certain montant de boîtes. Cette année, on a 125 et plus. Le plus qu'on a donné, c'est 145 boîtes en 11 ans. Là. Et on fonctionne de la même façon un peu avec mes amis. Quand on monte les boîtes, on achète des choses différentes à chaque année qui vont les sensibiliser à la motivation pour leur dextérité, quelque chose qui est bien, qui ne se brise pas, quelque chose qui n'est pas cassant non plus. C'est la sécurité des enfants avant tout. Et nous, on a le privilège d'aller chez Dollarama. Puis cette année, j'ai déjà 2 jours de fête. Puis la population est très ouverte. Ils sont vraiment très gentils. Puis on y retourne un petit peu la semaine prochaine. Puis dans les boîtes, on s'est mis un objectif de mettre des articles scolaires. Notre premier but, on met tout ça dans la boîte, dans l'étui à crayon. Leurs crayons colorés, les stylos, les effaces, les crayons à mène, la règle, en tout cas tout ce qui touche la scolarité. Et ensuite, on leur rajoute un objet précieux pour une fille et pour un garçon. Puis les âges, c'est de 2 à 4, et aussi les 5 à 9 ans et les 10 à 14 ans. Les 2 à 4, on va leur mettre plus des crayons colorés, les papiers pour écrire, dessiner, et toujours une poupée pour les filles et un petit toutou pour les garçons. 10 à 14 ans, c'est sûr qu'on va donner des objets plus matures, éducatifs, vous avez des bels exemples de jeux. Vous avez même les petits yo-yo ou les garçons. Puis ça, même chez Dollarama, les gens ont bien aimé ça. Ça a l'air qu'il y en a qui jouaient avec ça, il y a bien des années. Fait que, tu sais, ça nous donne une confirmation qu'on est correct aussi dans les choix de nos cadeaux. Et vous avez aussi les 5 à 9, garçons et filles. C'est mix. Et c'est ça. Puis ensuite, on se réunit à tous les mardis, ici, ensemble, pour les monter, ces boîtes-là. Fait que, parce qu'on ne peut pas faire ça rien d'une journée, hein. Fait qu'on en fait un petit peu à tous les mardis, puis ça nous crée un lien. Puis c'est plaisant d'être ensemble aussi. Ben oui. Oui. Puis si jamais on ne peut pas aller vous voir au Dollarama, est-ce qu'il y a moyen de vous aider? Ben, oui, il y a toujours un moyen. Puis ils peuvent communiquer avec moi par téléphone, faire texte, peu importe. Puis moi, ça va me faire plaisir. Puis ils peuvent même venir ici. Ils ont toujours invités à venir ici, aussi à nous rencontrer les mardis. Puis fait que c'est cette façon-là. Puis les pays, souvent, le monde nous demande ce que ça va. Bien, on sait que ça va dans l'Amérique centrale pour le Canada. Mais de plus en plus, j'ai des emails qui me disent que ça va même au Panama, en Haïti. Ça, c'est nouveau. J'ai eu la dernière fois à Cap-Vert, en Afrique, au Cameroun. Ça, c'était nouveau pour moi. Puis pour Panama, bien, j'ai un petit témoignage parce qu'il y a un petit garçon de 11 ans qui avait entendu parler d'Opération Enfant Noël. Okay. Puis suite à ça, bien, il avait eu sa boîte, puis ça l'a sensibilisé à connaître Jésus. Puis il a accepté Jésus. Mais malheureusement, il a tombé malade, le petit garçon. Parce que, mais il y a eu... il s'appelle Michael, puis Polymore, c'est lui qui l'enseignait à connaître Jésus par une revue qu'ils reçoivent, Le Grand Voyage. C'est 12 leçons. Mais le petit garçon est à l'hôpital. Fait que Polymore est allé voir le petit garçon pour faire ses 12 leçons. Et suite à ça, le petit garçon aussi, il a été guéri, miraculeusement. Ah, et aujourd'hui, oui, puis aujourd'hui, Michael, c'est lui, à cette heure, qui va vers l'étude, vers les enfants. C'est lui qui le sait. C'est très, très, très belle histoire. Oui, c'est bon d'avoir des... C'est parce que les gens, des fois, ils ont peur que ce ne soit pas vrai. Puis là, avec des témoignages comme ça, je leur compte ça, puis là, ils disent « OK, on te fait confiance ». Les gens commencent à avoir confiance, puis c'est déjà un bon pas de participation et que je pourrais dire. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis merci à vous, la TVC, de nous donner ce privilège de faire connaître Opération Enfant Noël. C'est un plaisir.
Comme l'a mentionné Laurence, pour faire un don à Opération Enfant Noël, il faut l'appeler au 418-330-0123 et la date limite est le 24 novembre. Je laisse le mot de la fin à Pasteur Denis. J'aimerais ça savoir si vous aviez un message à lancer à la population pour ceux qui voudraient faire la différence là, auprès de la communauté dans le temps des fêtes. Là. Bien, la première des choses, c'est que si on veut aider un enfant outre-mer, c'est une bonne façon de le faire. Et on est là pour pouvoir justement donner des outils aux gens dans la région pour pouvoir produire une boîte que l'enfant va recevoir. Ça fait que ça, c'est l'objectif pour tous et chacun qui veulent y participer. Puis en plus, on peut aussi, en tant que parent, apporter notre enfant, comme quand vous allez venir lui faire préparer une boîte, il faut dire que vous allez encourager un autre enfant. C'est une bonne valeur à leur remettre aussi. Donc, en tant que famille aussi, on peut donner ces bonnes valeurs-là à nos enfants. Oui, absolument. Puis Laurence, elle, a plus les expertises pour pouvoir justement préparer ces boîtes-là. Et c'est une bonne chose de pouvoir... merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, Laurence. Ça fait plaisir. Le service d'incendie de la MRC de la Matapédia ouvre ses portes aux jeunes à l'occasion de l'Halloween. J'ai rencontré André Véraud, chef aux opérations de prévention, qui nous donne plus de détails. Donc, je suis présentement avec André Véraud, qui est chef en prévention aux incendies, au service d'incendie de la MRC de la Matapédia. Bonjour, André. Bonjour, ça va bien? Très bien. Il va y avoir une nouveauté cette année pour l'Halloween au niveau du service d'incendie de la vallée. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ça un peu? Effectivement, le 31 octobre, à partir de 17h, ce qu'on a décidé de faire, c'est une activité de porte ouverte qui va être dans les 6 casernes du service incendie de la MRC Matapédia. Ce qui veut dire qu'à partir de 17h, dans les 6 casernes, à partir de Saint-Noël, Sébec, Valbriand, Amkoui, Lac-aux-Saumons et Cozapscal, les pompiers vont être sur place, vont ouvrir les portes de la caserne, les jeunes vont pouvoir venir visiter camions et équipements, poser des questions aux pompiers. On va leur mettre des bonbons pour les remercier de leur visite et on va accrocher les parents par le fait même pour leur parler de prévention. Ça fait qu'on va jumeler 3 choses ensemble. Puis en même temps aussi éviter, quand on se promenait avec les camions, qu'il y ait des incidents avec les jeunes parce que les jeunes couraient beaucoup après les camions puis ça devenait dangereux. Est-ce que les jeunes vont pouvoir quand même monter dans le camion puis allumer des lumières, quelque chose? Effectivement, ils vont pouvoir... Ça va être une activité vraiment le fun pour les jeunes. Ils vont pouvoir s'asseoir dans les camions. On va ouvrir les portes des camions qui voient les équipements qu'on prend au jour le jour. Puis en même temps, poser des questions aux pompiers s'il y en a. Puis en même temps, ça va être peut-être une occasion pour ceux-là qui voudraient être pompiers de poser des questions aux pompiers présents sur les lieux. Oui, parce que présentement, vous êtes en période de recrutement. Je ne sais pas si tu veux en dire quand même un petit mot, mais je suis ici pour ça aujourd'hui à la base. Puis, donc, je ne sais pas si tu avais un petit mot à dire à propos de ça. Effectivement, on est en campagne de recrutement. On a besoin d'une douzaine de pompiers là, répartis là, dans les 4 casernes où ils en ont le plus besoin. Fait que les gens peuvent venir porter le CV là, ici à la caserne d'Amkoui sur les heures de travail de 8h à 17h. Mais oui, le 31 octobre va être une occasion aussi par le fait même là, de voir qu'est-ce qu'est le métier de pompier. Là. Et poser ses questions. Mais... Exactement. Parfait. Bien, merci beaucoup, André. Merci à toi. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Une nouvelle tarification des déchets entrera bientôt en vigueur dans les MRC de la Matapédia et de la Métis. Le directeur de la régie intermunicipale, Vincent Dufour, nous explique les changements à venir. Donc, il est venu nous voir pour nous parler du système de vignettes, puis aussi des objectifs environnementaux et des impacts pour les citoyens. Donc, on s'en va voir ça. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être venu nous parler de la nouvelle tarification pour les déchets dans la vallée. Je veux savoir premièrement en quoi ça consiste cette nouvelle tarification-là. Oui, bien la tarification incitative, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est l'application du principe utilisateur-payeur, c'est-à-dire que plus on génère de déchets, plus on utilise les services, plus on paye. Et vice-versa également, évidemment, moins on les utilise, moins on paye. Donc, l'idée de la tarification incitative des déchets, c'est de pouvoir ramener une espèce d'équité dans la répartition des coûts de gestion, de collecte des déchets, puis d'amener également une réflexion sur, si on génère des déchets, bien
si on en génère moins, ça va nous coûter moins. Donc, ça nous permet également, d'où l'incitatif, dans le fond, c'est d'être incitatif à la réduction des déchets pour pouvoir inciter à réduire la quantité de déchets qui sont générés. Puis, dans le fond, c'est un peu un mélange entre un objectif environnemental, économique. Exactement. Aussi, dans le fond, c'est une question d'équité aussi là-dedans. Question d'équité, effectivement, de répartition des coûts. Puis la façon dont on répartit les coûts, ben, c'est sur 2 volets, un sur les bacs roulants, puis l'autre sur les conteneurs à déchets. OK. Puis ça va fonctionner concrètement, comment ça, ce nouveau système-là? Bien, au niveau des bacs roulants, en fait, ce qu'on va appliquer, c'est à l'échelle de la grandeur de la MRC La Matapédia, le modèle d'Amqui. Présentement, pour les gens d'Amqui, vous le connaissez, là, ça fait effectivement, il n'y aura pas de changement. Ça fait 2 ans que ce modèle-là est appliqué. Quand ça avait été mis en place, on avait accompagné la ville d'Amqui dans l'application de la mise en place. Et justement, le but de cet accompagnement-là, c'est que ça nous permettait, dans le fond, en quelque sorte, que Amqui soit un projet pilote pour l'étendre à la grandeur du territoire. Puis, dans le fond, pour les bacs roulants de déchets, là, c'est important, ce terme-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais moi, j'ai plusieurs bacs bleus, plusieurs bacs bruns. » Non, c'est vraiment juste les déchets. Lorsqu'on a, pour une maison unifamiliale, un bac à déchets, c'est correct. Si on en a 2, les bacs excédentaires vont devoir avoir une vignette. Donc, cette vignette-là, dans le fond, il va falloir contacter la régie pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir avoir la vignette. Et cette vignette-là, dans le fond, va vous être chargée sur le compte de taxe. Ça va varier là, d'une municipalité à l'autre. Là, on estime entre 150 et 250 $. Là, ça va être variable parce que c'est selon la méthodologie de calcul des municipalités. Nous, on a fourni une méthodologie aux municipalités. Lorsqu'ils vont faire les budgets et la taxation, c'est là que le coût final va être déterminé. Mais on le présente aujourd'hui pour que les gens s'y attendent qu'en janvier prochain, il va avoir ça. Donc, vous allez apposer la vignette sur le bac. Et dans le fond, le fonctionnement est assez simple. C'est que l'entreprise qui fait la collecte, dans le fond, lorsqu'elle va arriver, il y a 2 bacs, un à côté de l'autre. Le premier bac n'est pas obligé d'avoir de vignette, mais le deuxième va devoir l'avoir. S'il n'y a pas de vignette, le bac n'est pas ramassé. Okay. C'est aussi simple que ça. Puis là, c'est pas dans mes questions que j'ai écrites, mais j'ai été voir pour, admettons, m'informer pour chez moi. Là, on remplit quand même assez bien le bac là, chez nous, le bac vert. Là. Il faut quand même avoir une preuve de résidence ou plutôt de possession un peu de la résidence. Oui, bien effectivement, l'objectif de ça, dans le fond, c'est qu'on veut pouvoir être capable de déterminer ce bac-là à cette adresse-là. Okay. La taxation va se faire. On veut faire le lien pour la taxation. Donc, évidemment, on demande une preuve de résidence dans le formulaire en ligne. Là. OK. Puis, encore une fois, c'est uniquement pour les déchets. Ça ne touche pas les bacs bleus, ça ne touche pas les bacs bruns. Ben, mettons que moi, je fais moins de déchets, mais je fais plus de recyclage maintenant. Puis là, mon bac ne me suffit plus. Y a-t-il moyen de. Est-ce que c'est-tu fourni par la MRC, ces bacs bleus? Oui, effectivement, les bacs bleus et les bacs bruns sont fournis par la régie. Dans le fond, c'est effectivement, là, il y a eu beaucoup de cas parce qu'on comprend. La collecte est mise aux 3 semaines des déchets partout sur le territoire. Et donc, on sait qu'il y a des gens qui utilisent énormément le bac bleu qui, lui, est aux 2 semaines. Beaucoup de gens nous l'ont dit, ce serait quasiment préférable que ce soit à la semaine, même chez moi aussi. Là, c'est pratiquement comme ça. Si jamais votre bac bleu déborde tout le temps, parce que surtout depuis le 1er janvier dernier, là, c'est les emballages et qu'on a les imprimés, c'est une grande catégorie de matières maintenant qui peuvent aller dans le bac bleu. Si jamais vous débordez tout le temps parce que vous êtes une grande famille pour X, Y, Z raison, téléphonez-nous au 1-800-631-2924 ou sinon écorégie.ca. Puis vous pouvez faire une demande pour un bac bleu supplémentaire ou un bac brun supplémentaire également là, si jamais vous avez des enjeux de ce côté-là. Puis vraiment, mais encore une fois, la vignette est vraiment uniquement pour le bac à déchets. Puis là, avec ces nouvelles réglementations-là, est-ce que vous avez déjà vu dans les déchets une réduction un peu? Est-ce que vous avez vu aussi une réduction de la contamination aussi? Oui, bien, au niveau des coûts, dans le fond, présentement, les objectifs au niveau, quand ça a été implanté à Amqui, c'était une répartition équitable des coûts de gestion des déchets. Donc, déjà en partant, c'est une façon de faire qui est plus équitable. Il y a beaucoup de gens que suite à l'instauration de cette vignette-là, et ça s'est déjà fait d'ailleurs, ça s'est fait à Matane, ça s'est fait dans les Basques, rapidement travaille à dire, écoute, mon deuxième bac, finalement, je l'utilise pratiquement pas, je vais faire l'effort supplémentaire pour ne pas avoir besoin de deuxième bac, et donc à ce moment-là, je ne paierai pas une vignette supplémentaire. Fait qu'on on peut le voir quand même de ce sens-là. On n'a pas la donnée exacte de dire qu'il y aurait une diminution concrète des déchets, mais en même temps, on voit déjà les efforts qui ont été faits. Puis au niveau de la contamination, les gens comprennent très bien qu'est-ce qui va dans le bac bleu, comprennent qu'est-ce qui va dans le bac brun, comprennent qu'est-ce qui va dans les écocentres, et aussi font un effort de réduction à la source. Donc, on n'a pas vu de contamination là, ailleurs. Okay. Là. Puis j'imagine qu'il y a de moins en moins de contenants consignés aussi, là, maintenant qu'il y a beaucoup de... Ben, c'est ça qui arrive. Là. Il y a eu l'augmentation des contenants consignés. Il y a eu qu'il y a également...
on vise à ce qu'on retrouve moins ça dans nos déchets. Évidemment, lorsqu'on a un prix de 10 cents par canette, là, ça vaut la peine de les ramasser et de ne pas les envoyer dans les bacs. Oui, ça, parce que je pense que tu m'avais expliqué qu'il y avait comme une contrainte aussi pour le recyclage des canettes, là, que c'était plus difficile un petit peu à trier, tout, je sais pas trop. Je sais que tu m'avais dit, à un moment donné, on t'en avait parlé, tu m'avais dit que... techniquement, les canettes, les contenants consignés sont recyclables, mais ne vont pas dans le bac bleu. Il faut penser que c'est deux systèmes différents, le système de la consigne et le système du bac bleu. Quand vous achetez votre boîte de céréales, techniquement, vous payez un écoffret. Vous ne le voyez pas passer, là, mais il y a un écoffret qui est payé pour que votre boîte de carton se retrouve dans le bac bleu. La différence avec la consigne, c'est que cet écoffret-là, vous le voyez, ça s'appelle la consigne. Et celui-là, c'est deux systèmes vraiment différents, d'où pourquoi quand vous mettez votre canette consignée dans le bac bleu, en fait, le 10 cents que vous avez payé n'était pas pour que ça aille dans le bac bleu, était pour que ça aille dans le système consigné. OK. Puis c'est quoi les principaux défis là, qui se présentent avec ça? Est-ce que vous voyez des défis qui pourraient arriver, des gens qui ont pas vu, qui voyaient pas ça, ils continuent à mettre leur poubelle. Oui, on l'a vu à Mkoui, là. C'est pour ça qu'on commence les communications dès maintenant pour le 1er janvier prochain. Parce que dans le fond, les prochains mois, on va augmenter nos communications par rapport à ça pour s'assurer que les gens soient le plus au courant. Mais on le sait qu'au 1er janvier prochain, quand on va commencer à mettre ça en place, on va avoir des gens qui n'auront pas leur vignette. Là. Il va y avoir des enjeux, puis on va commencer à avoir des appels. Ouais, mais mon deuxième bac n'a pas été ramassé. Mais vous voyez, ça prend la vignette. Donc, on sait que ça va arriver. C'est arrivé à Mkoui aussi bien. On a voulu faire beaucoup de communication il y a 2 ans, aussi bien c'est arrivé. Mais l'idée, c'est de justement le maximum de gens qu'on va être capable d'informer que ça s'en vient pour le 1er janvier. Si vous avez un deuxième bac ou troisième bac ou peu importe, ça vous prend une vignette au niveau des déchets. Et d'aller sur le site écorigi.ca pour aller remplir le formulaire pour pouvoir avoir cette vignette-là le plus vite ça va. Fait à noter. Il y a des exceptions au niveau de la vignette. Il y a des gens qui vont avoir des vignettes automatiquement. Les immeubles à logement, par exemple. Donc, les immeubles à logement, souvent, il y a 2, 3, 4 bacs à déchets. Évidemment, la taxation de l'immeuble à logement comprend déjà ce service-là, donc on va envoyer des vignettes pour ces bacs-là. Fait que les propriétaires d'immeubles à logement, vous allez recevoir des vignettes avec les instructions à mettre sur votre bac. Également, au niveau des rues spéciales, par exemple dans les sens uniques, où est-ce que les bacs doivent tous être mis du même bord, des fois, les voisins, il va y avoir des 2 bacs un à côté de l'autre. Donc, on va s'assurer que dans ces rues-là, tout le monde ait une vignette là, par rapport à ça. C'est sûr que là, après ça, s'il y a d'autres bacs supplémentaires par rapport de plus que le bac avec une vignette, là, il devra y avoir une vignette qui devra être demandée. Donc, il y a ces exceptions-là qu'il va falloir faire attention. Fait qu'il y a des gens qui vont déjà recevoir une vignette d'emblée parce que leur situation fait qu'il y a inévitablement déjà plusieurs bacs là, un à côté de l'autre. Parfait. Bien, puis si jamais on veut faire des efforts pour moins faire de poubelles, plus trier, plus faire du compostage, du recyclage, de la consignation aussi, comme on parlait, est-ce qu'on peut trouver ces informations-là sur le site d'Écorigi? Oui, www.écorigi.ca. Sinon, notre page Facebook, Matières résiduelles, MRC de la Matapédia et de la Métis, on met toujours l'information à jour là-dessus. On invite les gens aussi à s'abonner au rappel de collecte via notre site web écorigi.ca. Il y a un rappel de collecte. Oui, effectivement. Puis en plus, on s'en sert pour faire des communications. Là, même entre autres, au niveau des vignettes, là, on va avoir des communications. Ça nous permet de rejoindre facilement plusieurs personnes. Fait qu'en ayant tous ces outils-là, vous êtes capable d'être informé. Sinon, vous écutez vos médias locaux comme la TVC. Nos autres chroniques de bac pour le futur sont disponibles sur la page YouTube. Donc, vous regardez vos médias locaux, puis vous devriez normalement être très bien informé. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Aujourd'hui, on reçoit un jeune cinéaste de la région, Christophe Moquin, qui vient tout juste de terminer ses études en cinéma. Il nous parle de son parcours et de son plus récent court-métrage aussi qui s'appelle Situation délicate. Et maintenant aussi, c'est le nouveau journaliste pour Viva, donc la station de radio de la vallée de la Matapédia. Donc, on parle de tout ça, on apprend à connaître Christo, puis il nous parle aussi il nous parle tout de sa première médiatique de son court-métrage. Donc, on s'en va voir cette entrevue-là. Fuck! Je pense qu'on a perdu de vue. C'était bien rythmé, les images étaient belles, c'était le fun de reconnaître la vallée aussi. Cette forêt-là, c'est tout ce que j'ai. Tu sais, j'ai pas d'amis, pas de passe-temps. Ah. Oh, il y a beaucoup de moments drôles. Il n'aurait pas pu se sauver ailleurs qu'ici aussi, dans le bois. Il y a des arbres partout, c'est sale. Je trouve que tout est d'une très bonne qualité, l'acting, la musique, puis la direction de scénario. Je suis plus en forme, moi. Mais je comprends pas pourquoi il fait ça, là. Le bel bout du mariage, j'ai rendu compte que c'était fou. Magnifique du début à la fin. Puis le curé, là, le meilleur.
Ça va ou non? Toujours intéressant quand on voit des jeunes à qui on a enseigné, des jeunes de notre région, qui font des belles réussites comme ça. Ça vaut vraiment la peine que vous le regardiez. Alors j'invite tout le monde à aller le visionner. Merci beaucoup, Christo, de venir nous voir. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Bon début de saison qui commence. Oui, puis un nouveau défi pour nous deux. On en Oui, parlera. ben oui. Je vais commencer en te disant, premièrement, félicitations. Tu as terminé tes études en cinéma cette année. Oui. Puis qu'est-ce que tu retiens le plus de ton cours, de ton bac en cinéma? Que les contacts, c'est ultra important. Ah ouais? Je pense que c'est ça que je retiens le plus. Puis c'est ça que je pense que chaque personne qui fait des études universitaires, là, de ce que j'ai entendu dans mon milieu, puis pas juste dans le milieu du cinéma, c'est vraiment ça. Ça te forge des contacts. Tu sais, tes profs, c'est des gens qui travaillent dans le domaine pour lequel tu vas ou tu veux travailler. Donc, déjà là, tu as des premiers contacts. Après ça, tes collègues étudiants qui deviennent des amis, ben, eux aussi deviennent des gens avec qui tu vas potentiellement faire d'autres projets dans l'avenir. Fait que, c'est vraiment ça que je te dirais. Les contacts, puis aussi, tu sais, l'expérience puis le bagage que ça crée, tu sais. Ben oui. Mais on fait que le voir dans le domaine de l'art en général, tu sais, comme souvent les cours de l'école de l'humour, ils se mettent ils suivent tout ensemble. Ouais, c'est ça, ça devient toutes des gangs, là, au final. Ouais, c'est ça. Puis, pendant tes études, est-ce qu'il y a eu un projet qui t'a marqué le plus ou un apprentissage qui t'a particulièrement façonné là, comme créateur? Ah, je te dirais que c'est mon court-métrage qui est sorti en 2022, si ma mémoire est bonne, qui s'appelait L'Après. 3 gars qui... c'était pendant la pandémie, en plus. 3 gars qui se rejoignent dans un appart parce qu'il y en a un des 3 qui vient de laisser sa blonde. Puis c'est une espèce de comédie, mais qui joue sur le drame, sur les problèmes de communication que les gars peuvent avoir quand il est temps de parler de choses sérieuses. Puis j'ai fait ce projet-là avec, justement, des amis et collègues du bac, mais aussi avec des amis devant la caméra avec mes amis de tous les jours. Ça fait du bien, surtout en pandémie. Puis c'est un projet qu'on me parle encore aujourd'hui, puis que c'est des personnages que j'ai encore ancrés dans mon écriture, puis tout ça. Donc, il y a eu un avant puis un après ce projet-là, clairement. Puis là, je veux qu'on parle de ton film Situation délicate, ton court-métrage. Mais je veux pas nécessairement qu'on parle beaucoup du court-métrage parce que tu as eu une belle entrevue avec Marc Baudouin, l'ancien journaliste de la TVC. Je l'ai lui en parler. C'était quoi? C'était en mai? Mi-juin. En tout cas, c'était diffusé en juin, du moins. Je voulais qu'on parle plutôt que quand tu l'as présenté devant le public cet été, donc le 26 août dernier, que ton film a été présenté devant le public à la salle Jean Cossette. Puis je voulais savoir comment tu as vécu ça, ce moment-là, de diffuser ça devant des gens que tu connais en plus. 26 août, on dirait que c'était hier. C'est fou, pareil, 26 août. Le temps passe trop vite. Mais c'était tellement parfait comme événement. La dernière fois que j'avais présenté un film à la salle Jean Cossette, c'était un documentaire aux alentours de 2021 pendant mon cégep. Puis sinon, il y a eu Réciproque en 2019, mais ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas présenté à Saint-Jean-Cossette. Puis, moi, à Saint-Jean-Cossette, sur Morticus, c'est des amis, c'est une forme de famille. Michel Coutu, c'est un grand ami à moi aussi. Donc, c'est toujours le fun de finir quand même, parce que Situation délicate, c'est quand même 1 an et demi de travail. Finir 1 an et demi de travail de cette façon-là, en faisant une espèce de fête pour éloger le film, puis inviter le public. Le public qui, en plus, a été au rendez-vous. J'ai eu un public magnifique qui réagissait, mon gars, là. Ils étaient allumés. Il y a personne qui dormait dans la salle, là. Puis, ça en est suivi une belle petite conférence avec un genre de Q&A conférence que Michel Coutu animait, qui a aussi été un super beau moment avec le public. Tu sais, quand on fait du cinéma, ce qu'on a moins, c'est ça, tu sais, le public. Parce que on présente un film, on fait un film, là, on est tout le temps, on est caché, puis on n'appelle pas trop, puis tout, puis on finit par sortir le film sur une plateforme ou en salle, mais au final, on n'a pas beaucoup de moments seul à seul avec son public. Donc, c'est toujours une belle expérience de le présenter devant des gens qui prennent la peine de se déplacer pour aller dans une salle, manger du popcorn devant un projet que ça fait 2 ans pour lequel toi et plusieurs personnes travaillent. Mais oui, c'est ça. Puis comment que tu as perçu la réaction du public, là? Comment ça s'est passé?
Ça a très bien été. On peut en voir une partie des réactions sont dans une bande-annonce qu'on avait sortie un peu avant la sortie du film sur YouTube. Mais super bonne réaction. Les gens ont aimé. Ce que j'ai préféré comme réaction, ce qui a surtout ressorti, c'est que c'est autant drôle que ça émeut. L'autre histoire. Puis je pensais pas que ça allait émouvoir autant parce que moi, Situation délicate, je le voyais surtout comme un film parodique. T'sais, on parodiait un peu ces films-là de mariage et tout ça. Mais au final, il y a certains moments, certaines scènes qui ont vraiment ému les gens premier degré, malgré le 4e degré qu'a ce film-là. Ça m'a vraiment impressionné. Mais ça, j'ai fait comme on a bien fait notre job. Pour que ça ouvre un éventail d'émotions comme ça. Là. Ouais, ça passe par plusieurs. Par plusieurs niveaux. Là, ouais, c'est ça. Il y a le niveau sérieux, le niveau qui est absurde. Là, exact. Il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième strate d'humour. Là, c'est ça, tout est là-dedans. Puis aussi, je veux savoir s'il y a des commentaires qui t'ont particulièrement touché. Y a-t-il quelqu'un qui t'a dit de quoi que t'as fait comme « Oh, OK, ça m'a touché beaucoup. » Un commentaire qui m'a vraiment touché, mais c'est un commentaire, parce que dans tout le projet, le truc qui m'a le plus touché, puis je suis content que tu en parles parce que je pense que j'ai pas encore eu la chance d'en parler nulle part. C'est que sur le tournage, il faut savoir que les scènes d'église, on avait des figurants. Oui. Puis moi, à la fin de cette scène de tournage-là, il y a un acteur qui nous voit puis il a dit il y a une figurante, sur une soirée, tu vas faire capoter. C'était une floune, là, une petite fille de je sais plus quel âge, là, mettons 8-10 ans, qui, elle, rêve d'être actrice, de faire du cinéma. Et là, c'est sa mère qui a vu passer sur les réseaux sociaux qu'on cherchait des figurants, puis elle a dit « Il faut que j'amène ma fille là. » Donc, elle a vécu cette journée de tournage-là qui est à l'église de Sébec et elle a tripé. Et au final, j'ai entendu dire qu'elle a vu le film. J'ai pas eu de retour, mais ça a l'air qu'elle a vu le film. Ouais. Fait que c'est sûrement vu à l'écran. Écoute, je me suis arrangé pour qu'elle se voit à l'écran. C'est moi qui ai fait le montage du film. J'étais comme, on va l'avoir dans au moins un plan, on la voit, c'est sûr. Maintenant que tes études sont terminées et que ton court-métrage a été présenté, là, sur quoi tu travailles en ce moment? As-tu des projets de films, quelque chose qui s'en vient? Je travaille sur plein de choses. On va y aller dans l'ordre. Premièrement, il y a le musée hanté le 31 octobre prochain à Cause-Abscale, au site patrimonial de pêche de Cause-Abscale. Je sais pas quand est-ce que ça va être on va essayer de faire ça pour le 24. Là, le 24 ou le 31. Donc, si on est le 31 octobre, courez, allez à Cause-Abscale. C'est là que ça se passe. Ben oui, qui est un super beau projet dans lequel je participe comme acteur, où le public va être invité à aller de station en station, comme s'il visitait un musée, sauf que le musée, ce soir-là, est hanté. Donc, par ces différents personnages, différents fantômes, le public va pouvoir découvrir un peu plus en profondeur toute l'histoire liée au site patrimonial de pêche Matamaja et aussi Cause-Abscale, la Matapédia, tout ça. Ça va être capté? Je pense pas que ça va être capté. Donc, il faut vraiment venir sur place. Fait que venez voir ça sur place. Écoute, je vais tout de suite passer à ton nouveau rôle de journaliste à la radio. Là, en plus du cinéma, donc c'est ça, tu es devenu journaliste. Puis comment ça s'est présenté à toi, cette opportunité-là? C'est venu de où? C'est en parlant avec des contacts matapédiens, des amis, des proches qui me disaient Arsenal Media, ils viennent de racheter. Ouais, Arsenal Media, ils cherchent du monde. Puis là, j'étais comme, ils cherchent du monde. Puis à ce moment-là, moi, comme on l'a dit, je venais de finir mes études. Donc, je cherchais de l'emploi. Donc, j'ai envoyé mes CV partout en audiovisuel, sur des plateaux de tournage, dans des boîtes de production. Et là, je me suis dit, il y a une opportunité à Amkoui. J'ai déjà fait TVC l'été, donc le journalisme, je m'y connais quand même. J'ai les contacts ici, donc qui sait. Finalement, j'ai envoyé mon CV, j'ai passé les entretiens d'embauche, les auditions. Puis, je suis ici. Ouais, t'es de retour parmi nous. Je suis de retour et je suis vraiment content de ça. C'est une belle chance que j'ai pour eux. Justement, tu parlais que tu as fait TVC l'été. As-tu un parallèle à faire entre faire des nouvelles estivales hebdomadaires versus faire des nouvelles au quotidien? C'est pareil, puis c'est complètement différent. On parle de télé versus radio. Ouais, c'est ça. Je dis que c'est pareil puis que c'est complètement différent parce que ce qui est pareil, c'est qu'au final, ça reste, ça reste la même Matapédia. Ça reste le même monde à qui parler, les mêmes sources que tu finis par avoir, tout ça. Fait que ça, c'est sûr que moi, par rapport à TVC l'été, je t'avoue que ça m'a fait une bonne base. Ma première semaine, quand je suis arrivé ici, c'était de rappeler, de revoir toutes mes sources en me disant, OK,
je suis de retour, la gang. Mais c'est complètement différent parce que c'est pas le même médium. T'sais, moi, je fais la radio et je fais aussi la presse écrite. C'est entre 3 et 5 articles de presse par jour, ce qui équivaut à peu près 1000 mots par jour, plus les bulletins qui commencent à partir de 6h20. Donc, c'est des bulletins à 6h20 tout le matin. Ensuite de ça, il y a un autre bulletin le jour qui, généralement, est le même bulletin. Tout est préenregistré, qui est des fois peut-être mis à jour s'il y a d'autres nouvelles qui arrivent. Puis sinon, il y a aussi le bulletin, le bulletin du retour et le bulletin du soir. Donc, ça fait énormément de contenu. Ce qui fait en sorte que c'est, d'un point de vue journalistique, c'est pas la même approche du tout qu'en télé. En télé, on prend... Je sais pas qu'on prend moins de temps en radio, là, c'est pas vrai. Non, mais c'est qu'en télé, vu que c'est une émission par semaine, tu as toute ta semaine pour comme prévoir ce que va être ton contenu journalistique final. Tandis que moi, j'ai toute une journée, ou des fois, mettons le lundi matin, j'ai 2 heures pour prévoir, j'ai 1 heure même pour prévoir quel va être mon premier bulletin du matin. On s'entend qu'on est loin de 5 jours. C'est très, très rapide. Fait que c'est pas du tout la même approche, pas du tout la même façon de penser les nouvelles. OK. Écoute, ça tire déjà à sa fin de notre entrevue. Je vais juste t'inviter tout de suite à plugger tes choses. Où est-ce qu'on t'écoute? Où est-ce qu'on va voir ton court-métrage? Oui, pour ce qui est de situation délicate, c'est déjà en ligne depuis quelques semaines. En plus, il y a quand même un bon achalandage sur la vidéo. Là, la production, on est bien content. Donc, c'est sur ma chaîne YouTube directement, Christophe Moquin. Je me suis pas cassé la tête du tout. Sinon, pour ce qui est de la radio, comme j'ai dit, c'est des bulletins à tous les jours à partir de 6h20, bulletins 100% matapédiens du lundi au vendredi. Le vendredi matin, aux alentours de 8h10, en direct avec Isa, notre animatrice radio matapédienne. C'est le récap de Christo qui fait, comme ça le dit, le récapitulatif des gros dossiers, des grosses nouvelles matapédiennes. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Si vous avez manqué des trucs, c'est vraiment le moment de se mettre à jour avant le week-end. Puis ça, c'est repartagé aussi sur tous les médias sociaux. Donc, la page Facebook 99.9 Viva Amqui, mes réseaux sociaux aussi Instagram et TikTok. Puis c'est repartagé aussi sur ma page Facebook Christophe Moquin. Donc, vous savez, même si vous n'êtes pas levé à 8h10, vous n'avez aucune raison de manquer l'événement. Puis, en ce moment, ça fait pas mal le tour. Là. C'est pas mal ça qui se passe. Et je répète, Musée Matamajan, le 31 octobre au soir, à partir de 5h30, Pascal met les bonnes vraies informations. Parce que je ne sais plus exactement. Là. Puis, y a-t-il une représentation? Il y a plusieurs représentations. En fait, il va y avoir une file extérieure, puis ça va être tant de nombre de personnes qui vont rentrer à la fois, puis ça va finir jusqu'à 9h du soir. Donc, ayez pas peur, vous allez avoir la chance d'aller voir ça. Parfait. Mais merci beaucoup, Christo. Mais merci à toi, ça me fait plaisir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut cette édition d'Info.tvc. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle qu'il y aura un bingo ce dimanche 12h30 sur nos ondes. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube en allant sur le site Internet dans la catégorie Télé Bingo. Et vous allez pouvoir cliquer ici pour jouer sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir nous écouter en direct sur YouTube. Donc, on se revoit la semaine prochaine.